Dans l'esprit de chacun, il y a le général, celui qui a fait l'histoire. Mais vous, Charles de Gaulle, vous trouvez votre personnage trop lourd à porter. Vous dites même en être prisonnier. Tout au long de votre vie, vous avez dû cohabiter avec cet homme-là. Et vous le révélez vous-même. Vous vous êtes toujours interdit de faire des choses auxquelles le De Gaulle historique se serait opposé. Moi, De Gaulle. Y viva Mexico! Rimieno, Radier, Français, To all men and women working for the democracy, for the liberty. Compris. Ce qui s'est passé ici. De tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Nous sommes en mai 1968. La France est en grève et manifeste. Chaque nuit, CRS et étudiants s'affrontent sur le pavé parisien. Depuis plus d'une semaine, Général, vous ne dormez plus. La situation vous échappe. Tous vos efforts pour reprendre la situation en main échouent. Votre ressort semble cassé. Autour de vous, le vide se fait. Et vous êtes seul, dans un palais de l'Élysée déserté par vos ministres. Le 29 mai, vous quittez Paris pour le quartier général des forces françaises de Baden-Baden, en Allemagne. Une disparition de quelques heures qui déclenche la panique. De retour à Paris dès le lendemain, c'est à la radio que vous vous adressez aux Français, comme vous l'aviez fait à Londres le 18 juin 1940. Je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas. Le Premier ministre, je dis aujourd'hui l'Assemblée nationale. Dans les heures qui suivent, vos partisans sont là, sur les Champs-Élysées, et vous témoignent leur fidélité. Pourtant, un doute persiste. Si seulement c'était pour moi. Mais vous êtes heureux et sans doute soulagé. Qu'y avait-il alors? Le 7 juin 1968, le journaliste Michel Droit vous interroge sur cette disparition. Envisager toutes les éventualités. Est-ce que Avez-vous voulu abandonner le pouvoir? départ, votre retraite définitive? Oui, le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer. Et puis en même temps, j'ai pensé que si je partais, la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Alors, une fois de plus, je me suis résolu. Il y a 2 ans et demi, vous aviez accepté Vous lui faites ensuite une confidence étonnante que personne ne relèvera. les élections présidentielles. Vous savez, depuis quelque chose comme 30 ans que j'ai affaire à l'histoire, il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. Ce fut le cas, par exemple, en septembre 1940, après Dakar, où, avec mes compagnons ayant essuyé le feu des forces françaises qui tiraient sur les Français libres, alors que l'ennemi était à Paris, j'ai douté qu'on ne pourrait jamais les retourner contre l'envahisseur de la France. Dans cet entretien, vous évoquez ensuite votre bras de fer avec Churchill en mars 1942, votre démission en janvier 1946, la fin de votre mouvement politique en 1954, et enfin, cette vague de tristesse
lors du premier tour de l'élection présidentielle de 1965. Les 5 épisodes où vous avez eu la tentation de quitter la scène. Mais une grande interrogation demeure. À Dakar, en septembre 1940, avez-vous eu la tentation de mettre fin à vos jours? Vous avez évoqué ce moment de désespoir à 2 ou 3 reprises. Pourquoi l'homme de Gaulle n'aurait-il pas pu connaître un moment de faiblesse? Vos proches démentent, vous seul savez. Vous donnez des pistes, vous livrez des indices. Cette tentation de la fuite vous deviendra familière. La fuite comme mode de gouvernance. La fuite non pour se dérober, mais pour reprendre la main. Tentation du suicide ou éloge de la fuite, Dakar, comme vous nous le dites, vous a marqué au fer rouge. Dakar, le 23 septembre 1940. Le jour où pour la première fois des Français ont tiré sur des Français. Vous êtes parti le 31 août 1940 de Liverpool, à bord du Westernland. Un amiral anglais est à la tête de cette flotte d'une vingtaine de navires de guerre qui encadrent des bateaux réquisitionnés. L'objectif de cette expédition est Dakar, la capitale de l'Afrique occidentale française. Une opération tenue secrète. Vous avez engagé là tout ce que la France libre possède. Des légionnaires revenus de la bataille de Narvik, des fusiliers marins, de jeunes recrues d'à peine 20 ans. Une troupe bancale, mais qui représente ceux qui veulent continuer le combat. C'est votre opération. Dakar, c'est la France. Une France occupée par l'armée et l'administration de Vichy. Pour comprendre les dessous de cette affaire, il faut revenir à Londres, le 18 juin 1940. Vous venez de lancer votre appel au micro de la BBC. Mais peu de militaires ou d'hommes politiques vous ont rejoint. Vous êtes un homme seul. Quelques jours plus tard, Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne. La France de Vichy vous rejette. Vous êtes devenu un traître. Vous êtes condamné à mort et dégradé. Winston Churchill s'est résolu à vous reconnaître comme le chef de tous les Français libres. Il aurait préféré des généraux plus étoilés et des hommes politiques reconnus, mais à défaut, il dit « Vous êtes seul, eh bien je vous reconnais tout seul. » Le 14 juillet 1940, lors de votre premier défilé à Londres, vous alignez près de 7000 hommes. Pour vous, cet été 1940, la France, ce n'est pas Pétain qui l'incarne. Mais ce sont ces garçons partis de rien qui s'engagent dans les forces françaises libres. Envoyez! Envoyez! C'est pacifiquement que vous comptez rallier Dakar, mais la tâche est difficile. Car depuis l'attaque de la marine anglaise à Mers el-Kébir, où 1200 marins français furent massacrés, Vichy vous caricature en valet des Anglais. La marine française attend sa revanche. Après l'insouciance des premiers jours de navigation, la tension monte. Vous espérez toujours réussir sans faire usage de vos armes.
Le 23 septembre 1940, la flotte est devant Dakar. Comment cette entreprise va-t-elle tourner au drame? Un fiasco qui aurait pu provoquer votre fin prématurée et la fin de la France libre. À Dakar même, un de vos adjoints, le capitaine de Bois-Lambert, venu de la Gambie voisine, tente de fomenter une manifestation de masse en votre faveur. La radio vichiste commente. Allô, allô, c'est Radio Dakar. Radio Dakar. Les émissaires de De Gaulle sont déposés sur la côte du Sénégal dans les jours qui précèdent l'agression. Ils arrivent à Dakar. Leur chef paraît bien avoir été le lieutenant de Bois-Lambert, qui est un spécialiste de cette sorte d'affaires. Il a passé à Dakar la nuit du dimanche au lundi. Il se présente, le revolver en poche, dans la chambre d'un colonel d'artillerie pour le convaincre de ne pas faire son devoir. Devant l'accueil qui lui est fait, il s'enfuit précipitamment. Puis, c'est le survol de la ville par des avions jetant des tracts, invitant à l'insurrection les différents éléments de l'armée, de la marine et de la population civile. Conformément à vos plans, un autre de vos adjoints, le commandant Thierry d'Argentlieu, est chargé de remettre une lettre au gouverneur pour lui demander de se rallier. La propagande vichiste tournera en dérision cette initiative, qu'elle qualifie de tentative pitoyable. Radio Dakar. Sont des parlementaires. S'enfuyant malgré les sommations qui leur étaient faites, leurs embarcations ont été prises à partie. La surprise n'a pas joué. De Gaulle était bien mal informé, le complot a manqué. Pierre Boisson, gouverneur vichiste de la ville, affirme sur Radio Dakar n'être au courant de rien. Il nie avoir donné l'ordre de tirer sur vos émissaires. Pour Vichy, comme pour vous, il est important de ne pas être le premier à avoir ouvert le feu sur des Français. Thierry d'Argentlieu est grièvement blessé. La chaloupe qui le transporte regagne votre bateau. Ce qu'il vous rapporte vous incite à poursuivre votre tentative. La ville est à votre portée. Votre détermination à débarquer à Dakar et celle de Vichy à vous en empêcher va conduire au début des combats. Le cuirassé Richelieu est l'emblème de la marine française. Il est ce matin-là du côté de Vichy. À 8h35, il ouvre le feu. Deux heures plus tard, la rade est en feu. Croiseurs, destroyers et sous-marins se tirent dessus à bout portant. Votre adversaire est plus fort que prévu. Lorsque vers midi les combats cessent, vous êtes bouleversé. Votre rêve d'un ralliement pacifique s'effondre. Les Français ont tiré sur des Français et vous en mesurez les conséquences. La propagande vichiste intervient alors. Le gouverneur Boisson rejette sur vous seul la responsabilité de l'attaque. Vous tenez à ce que l'on sache que les premiers tirs proviennent de votre adversaire et qu'en refusant de se rallier, les vichistes livrent l'Afrique aux Allemands. En fin de journée, Radio Dakar pavoise. Allô, allô, c'est Radio Dakar. Radio Dakar. La radio anglaise est décidément aussi mal informée que De Gaulle. De Gaulle, rageur de n'avoir pas été reçu à Dakar, a eu un mot ignoble. Il a dit que les Anglais allaient reprendre l'affaire à leur compte. L'affaire, oui, un vilain mot. L'agression est évidente.
À Londres, informé en temps réel de la situation, Churchill réagit à cet échec. Il veut détruire la flotte de Dakar. Et il ordonne la reprise des combats, en ne tenant pas compte de votre opposition. À 8h15, le lendemain matin, les tirs reprennent. Conformément à vos ordres, aucun Français libre n'y participe. Vers 15h, les combats cessent. Vichy a tenu. En milieu d'après-midi, l'amiral Cunningham souhaite s'entretenir avec vous. Une baleinière vous transporte sur son navire. Les Anglais vous disent gravement que pour le bien de la France libre, il est préférable d'abandonner la partie. L'affaire a déjà fait près de 150 tués des deux côtés. Ne disiez-vous pas d'effusion de sang entre Français? La mort dans l'âme, devant l'évidence de l'échec, vous vous inclinez. Dans cette rade écrasée de chaleur, vous entendez au loin le bruit des combats qui s'estompent. Jamais vous n'avez été aussi seul. Les journaux disent que vous êtes un traître payé par l'argent anglais, celui qui n'hésite pas à faire couler le sang français. Les 23, 24 et 25 septembre, Dakar a résisté à une triple entreprise. Entreprise de sédition, entreprise d'intimidation, entreprise de force. Vichy est résolu à ne rien vous épargner. Et le 26 septembre 1940, les réactions qui vous parviennent en provenance de Londres et de Washington vous accablent. La presse anglaise prétend que vous avez mal informé vos alliés et les journaux américains mettent en cause votre légitimité. C'est cet échec que vous rappelez à Michel Droit à la télévision. En septembre 1940, Vous nous dites « J'ai eu la tentation de quitter l'histoire. Cette histoire où vous veniez de rentrer depuis moins de 3 mois. Quittez l'histoire avant qu'elle ne vous quitte. » Quelques-uns de vos compagnons briseront la statue de bronze d'un De Gaulle qui ne doute pas. Ils affirmeront prudemment, mais avec certitude, ce sacrilège. Vous auriez voulu vous brûler la cervelle, comme un général vaincu et qui a tout perdu. À partir de Dakar, un de vos fidèles le dit, vous n'avez plus jamais été totalement heureux. Les jours qui suivent Dakar voient votre résurrection. L'épreuve que vous venez de vivre a renforcé votre volonté. Vous débarquez à Douala, puis à Yaoundé, à Brazzaville et à Bangui. Le Gabon sera bientôt enlevé à Vichy. Quelques mois plus tard, la France libre compte des millions d'âmes à son service. Le deuxième tableau commence au mois de mars 1942. J'ai eu la tentation de me retirer à Londres en mars 1942, où devant une dissidence à l'intérieur de la France libre, dissidence dont le gouvernement britannique avait été le complice, sinon l'instigateur.
Je suis allé dans un coin de la campagne anglaise en faisant savoir à Londres que je ne poursuivrais pas mon entreprise aux côtés de la Grande-Bretagne si mes conditions n'étaient pas acceptées. Elles le furent, à l'issue d'un audacieux quitte ou double avec Churchill. Premièrement, l'ennemi est l'ennemi. Deuxièmement, le salut de la patrie n'est que dans la victoire. Troisièmement, c'est dans la France combattante que toute la France doit se rassembler. Soldats morts de Keren, Koufra, Mourzouk, Damas, Birakem, Hameimat, marins de nos navires coulés, Narval, Surcouf, Alice, Mimosa, Poulmic, Viking, chasseurs 8, aviateurs tués dans les ciels des batailles d'Angleterre, d'Orient, d'Afrique, volontaires françaises écrasés à votre poste, équipage de nos navires marchands détruits en service commandé, combattants de Saint-Nazaire tombés, le couteau à la main, fusillés de Nantes, de Paris, de Lille, de Bordeaux, de Strasbourg et d'ailleurs, c'est vous. Cette longue énumération annonce au monde entier les premières victoires de la France libre. Vous êtes enfin présent sur la scène internationale. Et pourtant, vous venez de traverser une partie difficile. Quelques mois plus tôt, les Japonais ont lancé une attaque surprise à Pearl Harbor. Nous sommes le 7 décembre 1941. December 7th, 1941, a state of war has existed. Les Américains entrent enfin dans le conflit. Vous dites que c'est un tournant qui va changer le cours de la guerre. Vous en êtes convaincu. La victoire des Alliés est désormais acquise. Mais l'Amérique ne vous aime pas. Elle entretient des rapports privilégiés avec Pétain, et son ambassadeur à Vichy, l'amiral Leahy, est le meilleur ami du président Roosevelt. Là-bas, vous n'avez pas bonne image. L'influente communauté française de New York et de Washington met à mal votre réputation et sape votre autorité. Ces personnalités vous traitent de félons et de carriéristes, voire de nazis. Ils vous dénigrent jusqu'à la caricature auprès de Roosevelt. Et il raille votre physique gothique, vos bras trop longs, et ce quelque chose qui vous donne l'allure d'un grand scout. L'Amérique en guerre aux côtés des Anglais, vous redoutez que Churchill ne fasse plus rien sans l'accord de Roosevelt, et qu'il devienne le pion de l'Amérique. Churchill se rend aussitôt à Washington. Ce sont les premiers pas d'une entente qui vous coûtera bien des tourments. Les premières décisions de Roosevelt vous inquiètent. Pour préserver leurs intérêts, les Américains préfèrent collaborer avec les vichistes déjà en place. Vous n'allez pas laisser cet affront sans réponse. Saint-Pierre et Miquelon. Un îlot battu par la neige, à quelques encablures du Canada. À la tête de l'opération, l'amiral Muselier, chef des forces navales de la France libre. L'affaire est une réussite, et vous félicitez Muselier pour cette victoire facile. Winston Churchill, à son tour, vous adresse des vœux chaleureux. Mais le 25 décembre,
les Américains condamnent cette intervention. Eux, c'est avec Vichy qu'ils veulent traiter, et non avec vous, qui ne représentez rien. Mais vous leur résistez, en envisageant même de les combattre. À son retour, l'amiral Muselier, tout auréolé de sa gloire nouvelle, conteste votre autorité. Il dit regretter vos ordres et les qualifie d'actes de gangstérisme. Il parle même de dictature. Vous ne l'acceptez pas. Vous le destituez de son commandement. Vos amis anglais le soutiennent et exigent son retour, saisissant là une occasion de vous déstabiliser. Vous prévenez vos collaborateurs que vous ne céderez pas. Céder, ce serait détruire ce qui reste d'honneur à la France. Et vous vous réfugiez dans la campagne anglaise. Vous engagez alors l'épreuve de force. Je suis allé dans un coin de la campagne anglaise en faisant savoir à Londres, que je ne poursuivrais pas mon entreprise aux côtés de la Grande-Bretagne si mes conditions n'étaient pas acceptées. Même si ce départ n'a pas le tragique de l'épisode de Dakar, vous éprouvez là une réelle lassitude. Mais n'est-ce pas une stratégie de votre part? Vous vous retirez du jeu, refusant tout contact avec Londres, et vous attendez, pour leur montrer que vous serez inflexible au risque de les lasser. Et vous tenez bon, car votre départ marquerait la fin de la France libre. Le 23 mars 1942, les Anglais cèdent. Vous avez gagné. Votre victoire prouve que les Alliés n'ont personne pour vous remplacer. Ils devront faire avec vous. Dans quelques mois, la France libre deviendra la France combattante. Dans la nuit du 31 décembre 1941, vous recevez Jean Moulin, qui est votre représentant en France occupée, chargé de fédérer les mouvements de résistance. Il va être parachuté le lendemain en France, pour devenir le chef du peuple de la nuit. À votre fils Philippe, qui le croise cette nuit-là, vous dites « Tu n'as vu personne ». Après cette rencontre, Jean Moulin parlera de vous en termes poignants. L'homme est très grand, confie-t-il. Son entreprise est colossale. La France est vaincue, mais vous affirmez qu'elle n'a pas perdu la guerre. Les Français se sentent-ils concernés par votre combat, vous qui parlez depuis l'Angleterre, loin de leurs préoccupations? La population souffre de vivre sous la botte allemande. Des résistants meurent chaque jour sous les balles de l'occupant. Vos compagnons agonisent sous la torture. À ceux-là, vous écrivez cette épitaphe. À ceux qui ont choisi de mourir pour la cause de la France, sans que nulle loi humaine ne les y contraigne, à ceux-là, Dieu a donné la mort qui leur était propre, la mort des martyrs. Apprenant l'heureuse issue de la bataille de Bir Hakeim le 11 juin 1942, vous décrivez ainsi votre état d'esprit. Ô cœur battant d'émotion, sanglots d'orgueil, larmes de joie. Car les Français libres ont réussi la mission de sacrifice qui leur avait été confiée. Durant 2 semaines, ils ont résisté à 1 contre 10 à l'armée de Rommel qui les encerclait. Les Alliés vont devoir compter avec vous. Le 25 septembre 1942,
après plusieurs mois de silence, vous retournez à Londres. Les retrouvailles avec Churchill sont orageuses. Les Anglais ont débarqué à Madagascar sans vous prévenir, et ils deviennent pour vous un obstacle au Proche-Orient. Vous ne lui cachez pas votre exaspération. Alors Churchill réplique avec colère. « Vous n'êtes pas la France. Je ne vous reconnais pas comme la France. Vous êtes l'ennemi de l'Angleterre. » Et Churchill menace alors de se trouver un allié plus accommodant que vous. Vous vous séparez au bord de la rupture, et vous allez en tirer les conclusions. Vous proposez votre démission aux membres du Comité national français, et bien sûr, ils refusent. Pouvait-il en être autrement? Et doutiez-vous du résultat? En 1953, les mémoires de Winston Churchill seront récompensés par le prix Nobel de littérature. Ces 12 volumes y racontent les années de guerre. Vous y occuperez, bien sûr, une large place. Churchill vous admire. Vous, l'homme sans patrie, exilé, condamné à mort, sans un coin de terre où poser solidement le pied, et qui, malgré ça, bravait le monde entier. Mais aussi, il vous définit comme un homme arrogant et qu'il a eu la tentation d'éliminer à plusieurs reprises. Oui, pendant toutes ces années de guerre, Churchill et Roosevelt vous harcèlent, vous briment. Leurs propos sont souvent injurieux envers vous. Ils vous jugent dangereux et incontrôlable, et ils vous comparent à Napoléon ou à Jeanne d'Arc. Churchill vous le dit, si vous persistez, il n'hésitera pas à vous briser. Oui, Roosevelt et Churchill ne vous ont pas tenu informé du débarquement de 1942 en Afrique du Nord, car c'était avec Vichy, et non avec vous qu'ils voulaient négocier le ralliement de cette terre française d'Afrique. Oui, en novembre 1942, Roosevelt et Churchill ont voulu installer à votre place l'amiral Darlan, le successeur désigné de Pétain à Vichy. Mais Darlan assassiné, ils ont adoubé le général Giraud, tout droit sorti d'un défilé de soldats de plomb. Un rallié de la dernière heure, une figure ambiguë, à la fois pétainiste et soutenue par les Américains. Darlan et Giraud, deux personnages sans envergure, désignés par Roosevelt pour avoir raison de vous. En janvier 1943, Roosevelt veut vous rencontrer pour la première fois. Ce sera à Casablanca, au Maroc. Vous avez pris de haut cette invitation à rencontrer Giraud, qui ne cache pas l'hostilité qu'il vous porte. Voulait-on vous pousser à la faute si vous aviez persisté dans votre refus? Roosevelt joue de cynisme avec vous, mais vous vous prêtez à cette comédie. Vous serrez de mauvaise grâce la main de Giraud devant les photographes. Mais rien n'est réglé. Une humiliation après l'autre, les Alliés refusent la participation des Français au débarquement de Sicile.
Et vous ne devez votre salut qu'au succès de votre armée en Libye, puis en Tunisie, où, équipée par les Américains, elle fait merveille. Le pauvre homme de Gaulle, démuni et faible, va pourtant triompher du général Giraud. Vous finissez par l'éliminer en douceur à l'automne 1943. Vous avez confié à vos proches « Je joue le tout pour le tout et je gagne à chaque fois ». Vous êtes maintenant à quelques mois de votre objectif, la libération de la France. Sur le front d'Italie, vos armées s'illustrent dans des combats difficiles. Malgré cela, le général Eisenhower, chargé de préparer le débarquement de Normandie, ne veut pas de vos troupes pour le grand jour qui s'annonce. Que les Français ne puissent pas savourer l'ivresse de la victoire vous est insupportable. À une semaine du jour J, vous êtes encore à Alger, où vous attendez avec impatience un signe de vos alliés. Le 3 juin, c'est un miracle de vous voir atterrir en Angleterre, 3 jours avant le débarquement. Churchill ne vous en a toujours pas tenu informé, et vous feignez de ne pas savoir. Un dernier bras de fer vous oppose à Roosevelt. Il veut que la France soit administrée par l'armée américaine. Vous vous y opposez en exigeant la mise en place de préfets français sur le sol français. Vous jouez encore le tout pour le tout. You all heard the great news of our invasion, which is going where sure to lead us on to victory. Le jour J, vous êtes enfin aux côtés des vainqueurs. Roosevelt a accepté vos exigences et ce sont des préfets français qui vous accueillent en France. Et le 25 août, Paris sera libéré par les troupes du général Leclerc. Le 11 novembre 1944, c'est vous qui accueillez Churchill à Paris, d'égal à égal, en libérateur de votre patrie. Churchill est ému par cet accueil enthousiaste et évoque une véritable résurrection. Pourtant, dans quelques mois, Winston Churchill va être battu aux élections anglaises et quitter le pouvoir. Vous demandez-vous, général, si votre tour va venir bientôt? Car vous le savez, votre tour viendra. J'ai eu la tentation de me retirer en 1946. Et quand submergé par le torrent stérile des partis sur lequel j'avais pas de prise, et ne pouvant plus agir à la place où j'étais, je l'ai quitté. C'est au mois d'août 1945 que commence le 3e tableau. En tant qu'État, en tant que puissance, en tant que doctrine, le Reich allemand est complètement détruit. Vous êtes à la tête du gouvernement provisoire de la République. La guerre est terminée depuis moins de 3 mois et la reprise est difficile. Cet été 1945 est chaud, très chaud. Les Français veulent de nouveau vivre. Ils essayent d'oublier que 5 années durant, ils ont manqué de tout.
Mais aujourd'hui, les villes peinent à se ravitailler. Paris manque d'essence, de légumes, de lait, de farine. C'est le marasme économique. Votre priorité est de remettre la France en route. Son avenir en dépend. Vous avez mis fin au règlement de compte de la Libération et vous prêchez la réconciliation nationale. Vous dormez mal, car à chaque peine de mort prononcée, vous devez gracier ou accepter la sentence. Vous vous montrez clément avec ceux qui se sont trompés, mais vous êtes implacable avec ceux qui se sont le plus compromis avec l'ennemi. Vous suivez le procès Pétain qui s'ouvre en juillet 1945, avec une attention particulière. Vous avez été son fidèle collaborateur avant-guerre, et vous l'avez beaucoup admiré. Mais en 1940, il vous a condamné à mort. Aujourd'hui, le maréchal a 89 ans, et vous pensez alors que la vieillesse est un naufrage. C'est cette image que vous voulez fuir. Pétain n'a pas su se retirer à temps. Saurez-vous le faire? Le 15 août 1945, le maréchal Pétain est condamné à mort et vous commuez immédiatement la sanction en prison à vie. À l'approche des premières élections de l'après-guerre, communistes, socialistes, radicaux et démocrates chrétiens retrouvent les calculs électoraux de la Troisième République. Le scrutin se tiendra le 21 octobre 1945. Des législatives et un référendum sur la future Constitution. Pour vous, c'est clair. Si le non l'emporte au référendum, vous dites vouloir démissionner. Toujours la tentation du départ. Pour la première fois depuis 9 ans, le peuple français a fait entendre sa voix. Pour la première fois depuis toujours, ce chœur de 20 millions de voix comportait voix d'hommes et voix de femmes. Grâce à vous, les femmes votent pour la première fois. Le oui l'emporte au référendum, et c'est votre victoire. C'en est fini de la Troisième République. Mais aux législatives, comme vous le redoutiez, le Parti communiste triomphe avec 150 sièges et plus de 5 millions de voix. Les vieux politiciens d'avant-guerre sont de retour. Ils vous traitent d'amateurs, voire d'apprentis dictateurs. La politique, c'est à eux de l'incarner, et ils espèrent bien vous la dicter. Le De Gaulle de juin 40 est à mettre sous tutelle. Vous ne voulez pas tomber dans le piège, et vous ne leur demandez rien. Vous ne voulez pas vous compromettre en faisant campagne. Voici donc ces morts rassemblés. Il faut que nous, Un moment de grandeur au cœur de la tourmente. et les filles Le 11 novembre 1945, de la France, vous honorez la mémoire de vos compagnons morts pour la nous France. entendions les leçons qu'ils viennent nous donner. Vive la France! Devant ces martyrs, la tentation du départ ne vous quitte pas. Si les partis veulent vous contrôler, vous vous retirerez. Le vote à l'Assemblée intervient le 13 novembre. Vous êtes élu chef du gouvernement à l'unanimité des votants. Vous avez bien mérité de la patrie, disent les députés d'une seule voix. En fait, ils estiment que vous êtes un moindre mal et qu'ils pourront vous manœuvrer. Vous n'en êtes pas dupe.
Les premières consultations pour former votre gouvernement sont catastrophiques. Le Parti communiste vous réclame des ministères que vous refusez de lui donner, et après 3 jours de désobligeantes palabres, vous renoncez. Le 19 novembre, sous surveillance policière et dans un climat exécrable, l'Assemblée vous investit pour la seconde fois, mais cette fois-ci, sans les voix communistes. Il vous faudra 17 jours pour former un gouvernement. C'est pour vous la démonstration de la stérilité du régime des partis. Vos rapports avec l'Assemblée ne seront jamais apaisés. On dit que vous sacrifiez votre prestige, que vous tournez le dos à la grandeur, que vous vous accrochez au pouvoir. Les députés ne respectent plus en vous le libérateur de la France. Les socialistes veulent, disent-ils, vous faire avaler votre képi. C'est la haine qui vous entoure. Vous êtes harcelé de tous les bords. On vous coupe les budgets. On vous empêche de gouverner. La lassitude s'empare de vous et l'envie de démissionner vous taraude. Mais vous direz plus tard avoir eu pitié de ce pauvre pays. Le 5 janvier 1946, vous quittez Paris pour le Cap d'Antibes. Une semaine de réflexion, dites-vous, mais déjà, votre décision est prise. Après votre blessure de Dakar et votre retraite dans la campagne anglaise de 1942, c'est la 3e fois que vous êtes tenté de partir. Vous voulez que l'opinion sache que ce sera une décision réfléchie et non pas un coup de tête. À Antibes, vous faites de longues marches. Vous vous reposez en lisant Saint-Simon et vous soliloquez sur le retour de Napoléon de l'île d'Elbe voisine. J'ai eu la tentation de me retirer en 1946, quand submergé par le torrent stérile des partis sur lequel j'avais pas prise et ne pouvant plus agir à la place où j'étais, je l'ai quitté. Le 14 janvier 1946, vous regagnez Paris. Après d'ultimes vexations et de nouveaux coups portés par les députés, vous prenez tout le monde par surprise. Le fidèle Gaston Palevski porte votre lettre de démission le 20 janvier. Manœuvre politique ou réelle lassitude? En tout cas, vous le pensez, il est impossible de gouverner avec les partis. Vous partez en silence, sans polémiquer. Demandez François, Paris Presse, dernière nouvelle. Demandez François, dernière nouvelle. Voilà un départ qui ne manque pas de grandeur, disent les communistes. Mais nul ne songe à vous retenir. 9 jours de vote seront nécessaires à l'Assemblée pour montrer qu'elle peut se passer de vous
et vous remplacer par Monsieur Félix Gouin. À votre épouse, vous dites en plaisantant « Désormais, je vais aller à la pêche et vous, Yvonne, vous ferez frire les poissons. » Vous reviendrez au pouvoir, général, mais la traversée du désert durera 12 années. Depuis quelque chose comme 30 ans que j'ai affaire à l'histoire. Il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. Ce fut le cas en 1954, quand je voyais le rassemblement que j'avais formé, qui était en train de se disloquer, et qu'alors je l'ai laissé et que je suis rentré chez moi. Le 4e tableau débute en février 1946. Vous vous obligez depuis votre départ à un silence total. Mais un mois s'est à peine écoulé que déjà, selon l'un de vos proches, le cancer de l'ennui commence à vous ronger. Vous assurez une présence symbolique sur la scène publique. Vous vivez avec vos morts, vous honorez vos martyrs, et vous pensez que les Français vous rappelleront très vite. Alors, pour éviter de vous délecter de votre morosité, vous voyagez. À Bayeux, le 16 juin 1946, vous relevez la tête. Vous y dressez à grands traits votre vision d'une gouvernance future, le président élu au suffrage universel. Vous avez en tête un projet. À Bruneval, en terre normande, vous laissez entendre que les Français, déçus du régime des partis, se rassembleront un jour autour de vous. Vos proches, eux, craignent que ce mouvement ne fasse écran entre le peuple et vous. Bruneval, c'est l'annonce du RPF. Strasbourg, une semaine plus tard, va en marquer la création. Le lundi de Pâques, du balcon de l'hôtel de ville, le général de Gaulle adresse à la foule innombrable un important message politique. Des hommes et des femmes libres, libres. Il est temps que s'organise le rassemblement du peuple français. Le rassemblement du peuple français. Maintenant, tout est dit. Vous parlez désormais haut et fort, à visage découvert, et c'est André Malraux qui gère votre parole. Alors la réaction ne se fait pas attendre. Le gouvernement vous interdit désormais l'antenne de la radio nationale. Il dénonce l'utilisation que vous faites de l'appareil de l'État lors de vos déplacements. À partir de ce jour, on ne vous rendra les honneurs que lorsque vous commémorerez la France libre. Les Français et les Françaises qui n'ont jamais joué, qui ne veulent pas jouer, qui n'entendront jamais jouer d'autre jeu que le jeu de la France, ont maintenant un sentiment commun. Le RPF s'installe dans le paysage politique. La France est au rendez-vous. Et ici, au cœur du pays, l'unité nationale, la sécurité du territoire, une tyrannie nouvelle. Toutes conditions que le régime tel qu'il est menacé, tout parti. Il faut que se forme entre tous les États libres français qui forment
crevé avec tant et tant de peine. Dont la Manche, le Rhin, la Méditerranée doivent être les artères, c'est à nous. Il appartient d'en être le centre et la clé. Certains compagnons de la guerre ne vous suivent pas dans cette aventure. Pourtant, en région parisienne, on compte 13 000 adhésions en une seule journée. Vos militants font l'objet de violentes attaques. Les communistes disent que vous blanchissez d'anciens collabos. Vous ne les voyez pas comme ça. Ce sont des Français, des femmes en grand nombre, des ouvriers, des petits bourgeois, prêts à vous suivre aveuglément. Les élections d'octobre 1947 sont un raz-de-marée pour votre rassemblement. Vous obtenez 40% des voix et la conquête de 14 mairies de grandes villes. Vous devenez une force capable de rivaliser avec les plus grands partis. Quelles sont vos ambitions? Prendre le pouvoir ou incarner l'homme providentiel? Au Mont-Valérien, depuis la fin de la guerre, vous vous recueillez avec vos compagnons lors d'un rendez-vous de la fidélité pour commémorer un 18 juin toujours plus mélancolique. Vous portez désormais le brassard noir qui marque le deuil de votre toute jeune fille, Anne. Pendant 20 ans, votre épouse et vous, vous étiez battus pour que cette enfant trisomique ne soit pas différente des autres. C'est aujourd'hui une délivrance, même si ce n'est pas une consolation. À la mort de Jean Delattre de Tassigny en janvier 1952, la République lui organise des obsèques de maréchal qui vous incitent à rédiger votre testament. Pas d'obsèques nationales, pas de musique, pas de fanfare, pas de discours, pas d'oraison funèbre. C'est en silence que vous voulez que les Français vous enterrent. Vous avez arrêté de fumer. Votre visage s'est empâté. Vous avez grossi, et les compagnons qui vous accompagnent au Mont-Valérien chaque année voient votre silhouette s'éloigner de celle de l'homme du 18 juin 40. Aux élections législatives de 1951, votre parti essuie un échec, et votre éternel rival, le Parti communiste de Maurice Thorez, vous devance largement. Vos compagnons désespèrent de gouverner un jour. Ils s'impatientent et les ambitions se font jour. Au printemps 1952, certains d'entre eux rallient le gouvernement Pinet, sans votre consentement. Tout se délite. Votre affaire est mal partie, reconnaissez-vous. Le rassemblement est mis en sommeil, et vous trouvez refuge à Colombey. Au fil des ans, le régime des partis montre ses limites. Les gouvernements de la 4e République tombent les uns après les autres sur la question indochinoise.
Le 8 mai 1954, vous saisissez alors une dernière occasion. Lors des commémorations marquant la fin de la guerre, vos partisans tentent de déstabiliser le gouvernement en place. C'est un échec. Vous constatez que le peuple n'a pas suivi. Et vous vous résignez au silence. Colombet accueille votre amertume. J'ai eu la tentation de me retirer en 1954, quand je voyais le rassemblement que j'avais formé, qui était en train de se disloquer. Alors je l'ai laissé et que je suis rentré chez moi. Vous avez la certitude que vous ne reviendrez jamais au pouvoir. Alors, vous écrivez vos mémoires de guerre. Les mémoires, c'est du passé. Le passé, c'est de la cendre. Il y a quelquefois sous la cendre des braises. Et parfois, la flamme renaît de ces braises. C'est le souhait que je forme pour cet ouvrage, dont le premier volume paraît. Et je suis sûr que nous nous rencontrerons sur cela, sur ce quoi encore tous les Français se rencontrent, en disant au milieu de vous, dans cette maison, vive la France. J'ai eu la tentation de me retirer le soir du premier tour de l'élection présidentielle, où une vague de tristesse a failli m'entraîner au loin. Le tableau suivant consacre l'élection présidentielle de décembre 1965. Il y a des moments dans la vie des grands personnages de l'histoire où tout leur réussit. Le mois de mai 1958 fut pour vous un de ces moments de grâce. Pendant les semaines qui vont vous mener de Colombey à l'Assemblée nationale, vous allez faire état de tout votre talent. C'était un temps où la République se mourait. Le régime des partis avait apporté la preuve de son impuissance. Votre heure allait enfin sonner. Votre nom est sur toutes les lèvres. Et la question n'est pas de savoir si vous allez revenir, mais quand vous allez revenir. Vous affirmez toujours que personne ne veut de vous, que vous avez dit ce que vous aviez à dire, et que vous êtes prêt à retourner dans votre village. Tant de défaites et de désillusions vous ont laissé désabusé. Mais vous n'êtes pas insensible au discours des militaires d'Alger appelant à un retour de De Gaulle. Vous ne les en dissuadez pas. Mais lorsqu'ils vous porteront au pouvoir, vous les ferez rentrer dans le rang. Vous imposez votre propre calendrier aux politiciens. Vous choisissez le lieu et l'heure de vos rencontres. Et c'est à Colombey que vous retournez pour retrouver votre sérénité. Pendant les 15 jours où le pouvoir vous tend les bras, vous vous montrez opportuniste et audacieux. C'est un putsch, un coup d'État, un pronunciamento, disent vos opposants. Mais presque tous vous suivent. Vous séduisez les politiques et vous trouvez les mots que les Français veulent entendre. Lors de votre conférence de presse du 19 mai, vous faites du charme aux journalistes, en leur livrant les bons mots qui plaisent. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Le 1er juin, l'Assemblée nationale vous investit à une large majorité. Et c'est au concierge de l'hôtel La Pérouse, où vous résidez, que vous annoncez « Eh bien, Albert, j'ai gagné ». Vous avez 67 ans. Votre silhouette s'est alourdie, votre voix désormais haut perchée s'est altérée, et vous pensez que votre retour vient 10 ans trop tard.
mais la Ve République est en route. Vive la communauté! Vive la République! Vive la France! Votre tâche est immense, mais vous ne montrez ni lassitude ni découragement. Les chantiers sont nombreux, le pouvoir d'achat, les institutions, l'Europe et bien sûr l'Algérie. En recueillant plus de 90% de oui, votre référendum d'avril 1962 sur l'indépendance algérienne conforte votre politique et vos choix. Vos tentations de départ semblent bel et bien derrière vous. Les vieux démons ne ressurgiront qu'à l'automne 1962. Le 22 août 1962, vous êtes la cible d'un nouvel attentat au Petit Clamart. Votre voiture est mitraillée par un commando de l'OAS. Vous en réchappez de justesse. Et vous en plaisantez. Mourir sous les balles eût été une belle mort. Mieux vaut mourir comme ça qu'assis au cabinet. Mais si vous veniez à disparaître, qui vous remplacerait? Qui sera en mesure de gouverner? Alors, vous allez demander aux Français d'élire le président au suffrage universel. Ainsi élu, il disposera de la légitimité et de l'autorité pour diriger le pays. La classe politique vous répond non. On parle de crimes contre la République. Vous attirez les comparaisons blessantes. Dictateur, proconsul. La nation doit avoir le moyen de choisir elle-même son président. Le 28 octobre, par référendum, 62% des électeurs vous répondent oui. C'est une disposition que vous souhaitiez depuis 1946. Cette année-là, vous aurez fait voter les Français à 4 reprises, comme pour acquérir la certitude qu'ils veulent bien de vous. Malgré ces succès répétés, votre morale se met à flotter. La vieillesse vous rend impatient. Votre vue baisse. Vous ne voyez pas à 2 mètres. C'est pour vous un véritable handicap. Mais vous ne portez vos lunettes en public qu'à contre-cœur. Vous n'aimez pas défigurer l'image du général du 18 juin 40. Alors, discrètement, votre aide de camp vous guide pour descendre les marches ou saluer une personnalité lorsque la lumière décline. Plus que jamais, vous craignez que l'on assiste à votre déchéance. Lequel de vos aides de camp, de vos enfants, de vos ministres, aura le courage, le moment venu, de vous dire que vous n'êtes plus capable de gouverner? Cette question vous taraude. Alors, vous redoublez de vigilance. Vous guettez les signes d'une possible déchéance. Vous traquez les lapsus et les oublis, le cortège des infirmités qui accompagne l'âge. L'idée que vos capacités intellectuelles puissent diminuer à votre insu vous épouvante.
Vous apprenez vos discours par cœur, et ces mots prononcés en public sont autant de tests que vous vous imposez pour juger de vos facultés. Marchemos la mano en la mano y viva Mexico! C'est cette phrase que l'on retiendra de votre voyage au Mexique en mars 1964. Mais pendant 10 jours, à la veille d'une importante opération chirurgicale, vous souffrez à chaque pas, sans vouloir écourter le voyage. Vous allez avoir 75 ans, et la première élection présidentielle au suffrage universel s'approche. Vous hésitez à annoncer votre candidature. Mais comment pourrait-il en être autrement? Vous voulez être le premier président de la République élu directement par les Français. Mesurant, en connaissance de cause, de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France. Une grande responsabilité nationale incombera donc, dans un mois, à vous toutes et à vous tous, à moi-même, que vous connaissez bien, après tout ce que nous avons fait ensemble, dans la guerre et dans la paix, chacune de vous, chacun de vous, aura l'occasion de prouver son estime et sa confiance. Le 5 décembre 1965, au soir du premier tour, vous êtes mis en ballottage par François Mitterrand. Est-il l'heure de passer votre tour? Et les Français aimeraient-ils maintenant un autre homme? J'ai eu la tentation de me retirer le soir du premier tour de l'élection présidentielle, où une vague de tristesse a failli m'entraîner au loin. Vous êtes effondré et amer. Trop vieux, De Gaulle? Trop fragile? Le colosse aurait-il des pieds d'argile? Mais entre les deux tours, vous allez rebondir comme vous l'avez toujours fait. Ils veulent me voir en pyjama, déclarez-vous. Et vous vous décidez enfin à faire campagne. Vous intervenez à 3 reprises à la télévision. Alors on dit, oui, mais et votre succession? Parce que ça ne pourra pas durer toujours. Un jour viendra, un peu plus tôt, un peu plus tard, où ce ne sera plus le cas, et où De Gaulle disparaîtra. Où sont les libertés publiques que j'ai détruites? C'est moi qui les ai rendues. Je les ai rendues quand je suis rentré en France en 1944, je les ai rendues toutes. Il n'y en avait plus. J'ai supprimé la censure. Je ne l'ai jamais rétablie. C'est un homme à nouveau combatif, qui défend son action, son histoire avec la France, tout en évoquant un départ prochain pour vos 80 ans. Le 19 décembre 1965, vous l'emportez sur François Mitterrand avec 55% des suffrages. Mais ce que vous retenez de cette élection, c'est De Gaulle mis en ballottage et votre immense tristesse. Vous ne serez plus jamais le même. Mais De Gaulle n'est pas mort. Les alliés de la France s'en souviennent encore. Vous avez quitté l'OTAN pour vous affranchir de votre vieil ami américain, pas mécontent de vous venger des humiliations subies pendant la guerre. C'est sans doute à leur intention que du Québec, le 24 juillet 1967, vous prononcez les mots qui déclenchent la discorde. Montréal, vive le Québec! Vive le Québec libre! Alors, aux États-Unis et en France, les services secrets vous surveillent. On vous trahit. De Gaulle est fou, dit-on de vous.
Chacun de vos voyages est une épreuve. Vous restez des heures debout, saluant interminablement des foules enthousiastes. Aux hommes, aux femmes, aux enfants, je me suis senti rempli d'une émotion qui me venait du fond de l'histoire. Pourquoi vous infligez-vous ces obligations? Partir en homme moralement intact. La vie est la vie, c'est-à-dire un combat pour une nation comme pour un homme. Winston Churchill, votre vieil ami, est mort en 1965. La dernière fois que vous l'aviez vu, sa déchéance physique vous avait ému. Puis vous enterrez votre camarade de Saint-Cyr, le maréchal Juin, héros de la campagne d'Italie. Et dans les années qui suivent, des dizaines d'autres. Le vide se fait autour de vous. Vous êtes impassible devant la mort, mais vous redoutez de ne plus être maître du jeu. Pour vous rassurer, vous invoquez Michel-Ange, qui à l'âge de 80 ans peignait la chapelle Sixtine. Sophocle, qui écrivait Oedipe à 90 ans. Puis Goethe, achevant le second Faust à 83 ans. Le Titien peignant la descente de la croix à 86 ans. Victor Hugo et sa légende des siècles à 83 ans. Et Mauriac, écrivant son dernier livre à 84. Vous voulez vous convaincre que vous pourrez achever vos mémoires d'espoir. Que sera 1968? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Pourtant, en considérant la façon dont les choses se présentent, c'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les 12 prochains mois. Les événements de mai 68 vous prennent par surprise. Vous avez 77 ans et la fatigue vous touche plus vite. Trop de questions, moins d'autorité, des hésitations qui vous conduisent à faire des erreurs. Vous êtes dans une impasse et vous imaginez comme en 40, comme en 42, 46 et 54, une autre stratégie. Ça sera Baden-Baden. Une fuite ou une redistribution des cartes? J'ai eu la tentation de me retirer. Le 29 mai, je me suis interrogé moi-même. Et puis, le 30 mai, ayant dit au pays ce que j'avais à lui dire, et ayant reçu sa réponse sous la forme de l'immense marée humaine de la Concorde et des Champs-Élysées, et ensuite de tous les cortèges magnifiques qui sont produits dans tant de villes, j'ai compris que mon appel avait donné le signal du salut. Et une fois encore, la ferveur de vos partisans massés sur les Champs-Élysées le 30 mai 1968 vous donne à penser que l'histoire se répétera. « 11 mois se sont écoulés depuis les événements de mai, et vous vous êtes résolu à demeurer aux commandes d'un pays dont vous sentez bien qu'il vous échappe. Et vous le dites à vos proches, ça ne durera pas. C'est à une véritable partie de roulette russe que vous allez vous livrer. Un référendum dont tout le monde vous dit qu'il est perdu d'avance. Avant cette échéance, vous vous imposez en mars 1969 un voyage éprouvant à Washington pour rendre hommage à votre vieux compagnon d'armes, Dwight Eisenhower. L'hommage de celui qui est encore là à celui qui est parti.
Pensez-vous perdre ce référendum? Sans aucun doute, puisque tous vous donnent battu. Certains évoquent un suicide politique. Ce serait une belle sortie. Mais nul ne connaît le fond de votre pensée. Françaises, Français, vous, à qui si souvent j'ai parlé pour la France, sachez que votre réponse dimanche va engager son destin. Le 27 avril 1969, votre défaite est sans appel. Vous quittez le pouvoir le soir même. Une souffrance de celle auquel on ne survit pas. Désabusé, détaché des choses. Vous confiez à vos intimes. J'ai été blessé en mai 68, mais maintenant ils m'ont achevé. Je suis mort. Votre seule obsession, terminer votre travail. L'écriture, non pour ressasser le passé, mais pour expliquer votre action. Des politiques qui vous survivent, vous ne voulez plus rien savoir. Ils vous sont étrangers. Votre souffrance n'a rien à voir avec la nostalgie du pouvoir, avec l'inaction ou l'approche de la mort. Entre De Gaulle et la France, la rupture est consommée. Vous avez souvent été tenté de quitter la scène. Vous avez quelquefois cédé à la tentation. Mais c'est un soir de novembre 1970, à la veille de votre 80e anniversaire, que vous prenez définitivement congé.